J'ai une confession à vous faire. Tous les mois, je lis le nouveau chapitre de Dragon Ball Super, et tous les mois, j'ai la même réaction que je vous reconstitue ici. Ouais. J'ai déjà exprimé les problèmes que j'ai avec DBS, on va pas retaper dessus. J'en ai marre de parler de choses négatives. J'ai envie de parler de trucs que j'aime, et notamment concernant Dragon Ball, de ce que je considère être le meilleur arc. Coucou. Et non, désolé, je sais que l'arc Cell est le préféré de tout le monde, et je lui reconnais beaucoup de qualités. Mais pour moi, l'arc supérieur en termes d'écriture, de rythme, de tension, c'est l'arc Namek. Parce que vraiment, il a tout ce qu'il faut. La montée en intensité est parfaitement gérée, et surtout, il a une narration linéaire et simple qui l'avantage par rapport à l'arc Cell, qui fait beaucoup plus de virages et de détours parce que l'éditeur de Toriyama n'arrêtait pas de lui demander de changer les antagonistes. Oui, à la base, c'était vraiment C19 et C20 les grands méchants, puis C17 et C18, puis C16, puis la première forme de Cell, et tout ça pèse sur le récit, en plus d'autres défauts sur lesquels je vais pas m'étendre, parce que comme j'ai dit, je veux parler de trucs positifs. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite analyse de l'arc Namek, et je vais vous expliquer pourquoi il est si efficace, et en quoi, à mes yeux, c'est le meilleur arc de DBZ. Mais si Sangoku protège la Terre, qui protège vos données? Cette transition a été effectuée par un professionnel, ne la reproduisez pas à la maison. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous ignorez ce qu'est un VPN en 2023. C'est un logiciel qui sécurise votre navigation sur les internets. Un VPN ou réseau privé virtuel, c'est une des meilleures solutions pour éviter les piratages et les sites malveillants. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et surtout de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Si vous voulez twerker toute la nuit à Mykonos, il vous permet de prendre une IP étrangère afin de réserver des voyages et des hôtels moins chers par exemple. Ou encore utiliser CyberGhost pour vous localiser en Belgique et regarder les courses de Formule 1 en français gratuitement sur l'ARTBF. Merci la Belgique! Ou encore de visionner du contenu géorestreint sur vos plateformes de streaming préférées. Par exemple, en prenant une IP américaine, vous pourrez débloquer le contenu de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, et obtenir jusqu'à 40% de films et de séries en plus, en juste quelques clics. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et plein d'autres. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et en faire profiter votre famille et vos amis. Là, mon PC se la coule douce sur une plage au Brésil, tandis que mon téléphone déambule au milieu de Tokyo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est un des meilleurs du marché et vous pouvez lui faire confiance. Alors si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais, cliquez sur mon lien dans la description ou le commentaire épinglé et profitez de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Ça vous revient à 2,03 € par mois. N'ayez crainte, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si ça ne vous convient pas. Et il y a un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas un instant et cliquez dans le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Déjà, on va clarifier un truc qui peut expliquer pourquoi l'arc Namek est souvent critiqué comme étant très long. C'est sans doute parce que vous avez regardé l'animé. Moi je suis team manga. Et l'arc Namek dans l'animé, il est regardable. Tandis que l'arc Cell a été pas mal amélioré dans l'animé comparé au manga. Heureusement, DBZ Kai existe si vous voulez profiter de l'histoire du manga en version animée. Donc oui, il faut 50 épisodes pour que Namek soit détruite en 5 minutes, on connaît la blague, elle existe depuis les années 90, elle est déjà morte! L'arc Namek est donc le deuxième arc de Dragon Ball Z. Après l'invasion des Saiyans, la plupart de nos héros sont... mort. Waouh, vous vous souvenez quand il y avait des enjeux dans Dragon Ball? C'est un des points forts de l'arc Namek, les protagonistes ont un objectif qui pose des enjeux. Ils se rendent sur la planète Namek pour trouver des Dragon Ball et ressusciter leurs amis tombés au combat, en particulier Piccolo afin de ramener le Tout-Puissant et les Dragon Ball de la Terre. Goku étant hospitalisé parce qu'à l'époque les haricots magiques n'étaient pas encore surutilisés, c'est une équipe composée de Gohan, Krillin et Bulma qui va partir pour Namek. Team Faible! Et attention, incroyable, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Oui, donc élément perturbateur, sur Namek, il y a déjà quelqu'un qui cherche les Dragon Ball, le tyran Freezer et son armée. On a alors un classique, toujours efficace dans les intrigues archétypales, les protagonistes et les antagonistes ont le même objectif. Le récit se construit donc sur qui va y arriver le premier. Mais en bonus, on a un deutéragoniste, c'est-à-dire un personnage avec ses propres objectifs qui n'est ni un allié ni un ennemi. C'est l'antagoniste de l'arc précédent, Vegeta, prince des Saiyans. L'arc se construit ainsi comme une course entre ces trois camps, pour savoir qui obtiendra les boules du dragon. Une traduction littérale que je ne vais désormais plus jamais employer. Ce qui est très efficace dans l'arc Namek, c'est la tension établie dès l'arrivée sur la planète. La team des protagonistes est constituée de Bulma, non combattante, et de Gohan et Krillin qui savent se battre, mais l'un est un enfant et l'autre est Krillin. Hey! De fait, on sait qu'ils ne pourront pas régler la situation en se battant contre tous les ennemis. Mais Toriyama rend la chose encore plus claire avec le concept tant décrié des niveaux de pouvoir. Quoi? Mais mon pouvoir est de 21 000! Le mien est de 21 001! Non, c'est impossible! Mais si, c'est possible, Kiwi.
J'ai l'impression qu'on vient de passer à côté d'une blague là, non? En vrai, sur le papier, c'est un concept un peu foireux en écriture. Parce qu'en dehors de dire mon chiffre est plus gros que ton chiffre, les possibilités sont pas incroyables. Sauf que c'est plutôt bien employé ici. Parce que ça sert avant tout à offrir un élément de comparaison. Le niveau que l'on connaît, c'est celui de Vegeta. On sait que Krillin et Gohan n'ont aucune chance face à lui. Donc, chaque ennemi qui a un niveau de puissance comparable ou supérieur est une menace insurmontable pour nos héros. Ce qui est le cas de littéralement tous les antagonistes. Ça les pousse à être discrets et à favoriser la fuite plutôt que le combat. Encore une fois, c'est la tension qui est au cœur de cet arc. De plus, les antagonistes ne peuvent pas repérer l'énergie sans détecteur, ce qui donne un enjeu atteignable pour survivre, et pour empêcher l'ennemi d'obtenir les Dragon Ball, il suffit de détruire les détecteurs. Mais aussi, ça impose quelque chose de très important, ils sont forcés de s'allier avec Vegeta pour vaincre les hommes de Freezer. Et Vegeta, c'est clairement le moteur de tout cet arc, c'est le personnage imprévisible qui n'est pas tenu au même code moral que les héros, et dont l'allégeance est fluctuante. Non seulement on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance, mais en plus, on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. C'est juste du caramel en écriture, ça. Mais les niveaux de puissance nous offrent également un point crucial de l'arc. On sait que Freezer est incroyablement plus fort que tous les autres personnages, Vegeta inclus. Il est donc présenté comme un obstacle impossible à surmonter. Il faut rester loin de lui à tout prix, s'il nous trouve, c'est fini. En gros, c'est une énorme partie de cache-cache mortel. L'arc va donc voir Vegeta porter l'aspect combat du récit avec cette tension sous-jacente de « il nous aide, mais il veut les Dragon Ball pour lui ». Et là, on arrive au retournement de situation médian, le moment dans un récit où tout est chamboulé, en général au milieu de l'intrigue. C'est l'arrivée du commando Ginyu, qui va faire un truc génial, mettre Vegeta dans le même panier que Krillin et Gohan. Il est tout aussi incapable de les vaincre car leur niveau de puissance est si élevé comparé au sien. Et ils sont encore beaucoup plus faibles que Freezer, ce qui renforce à nouveau la menace qu'ils représentent. La situation est donc désespérée, mais c'est là que Goku fait une Goku. C'est un terme narratif que j'ai inventé pour désigner le moment où un protagoniste de shonen revient de son entraînement à la dernière minute pour sauver tout le monde. Et ça tombe bien, ça faisait quelques chapitres que Goku profitait de la 5G. Je ne parle pas du réseau, mais bien de la gravité. Ça reste moins lourd que tes blagues! Goku arrive donc, complètement différent de la dernière fois qu'on l'a vu. Il est calme, il est stylé, et il défonce le commando Ginyu comme un breton défonce une mode de beurre salé. Je me suis retenu très fort de faire une analogie bien plus salace, désolé les bretons, c'est retombé sur vous. Encore une fois, les niveaux de pouvoir illustrent bien la différence de puissance entre Goku et ses adversaires, ce qui est amplifié par la facilité avec laquelle il les déboîte. Comme un Alsacien déboîte une choucroute royale. Je vais revenir à des blagues de fesses avant de me mettre toutes les régions à dos. Le commando sous-entend même que Goku a un niveau plus élevé que leur capitaine Ginyu. Et ça, narrativement, ça va jouer un rôle très important. Goku apporte de l'espoir et surtout relâche la tension. Tout à coup, les obstacles semblent surmontables grâce à lui. Mais si vous connaissez n'importe quelle histoire, vous savez que ça ne peut pas durer. En effet, en affrontant Ginyu, Goku se retrouve dans son corps. Non, je n'ai pas encore fait de blague de fesses, c'est littéralement ce qui se passe. Piégé dans le corps de Ginyu, notre héros se fait déchirer comme... Notre héros se fait battre. À la fin de l'affrontement, Goku est hors combat, forcé de faire une référence à Star Wars. On revient à zéro, le combat n'est pas une option, il faut ruser. C'est alors que, profitant d'une sieste de Vegeta, Krillin et Gohan appellent le dragon et obtiennent enfin leur objectif. Et encore une fois, c'est assez génial parce qu'en faisant ça, ils forcent l'antagoniste à changer d'objectif. Comme Freezer ne peut plus faire son vœu, il ne peut que se venger de ceux qui lui ont pris. Et ainsi commence l'affrontement, avec un ennemi qui, on le sait, est 10 fois plus fort que l'ennemi le plus fort que nos héros ont affronté jusqu'ici, Goku hors combat, et cet ennemi qui révèle n'être qu'à une fraction de sa puissance maximum. C'est là que se base également beaucoup la tension de cet arc. À commencer par Zarbon, on établit rapidement que certains combattants peuvent se transformer, faisant grandir leur pouvoir de façon exponentielle. Face à ça, Vegeta utilise une particularité de sa race, celle de revenir plus puissant à chaque fois qu'il frôle la mort, pour arriver à suivre. Et tout en faisant ça, il n'hésite pas à citer le mythe du Super Saiyan légendaire. C'est un point important qui reviendra plus tard. Freezer va donc se transformer à plusieurs reprises, révélant à chaque fois que les efforts de nos héros pour rattraper son niveau sont vains. Vegeta va essayer de forcer sa montée en puissance. J'ai besoin que tu me défonces. Mais t'es pas vraiment mon type! Ferme-la et déchire-moi l'intérieur. Malheureusement, ça ne suffira pas et il mourra juste alors que Goku rejoint le champ de bataille. Dans ses derniers mots, il encourage son ancien adversaire, admettant que c'est sans doute lui, le Super Saiyan légendaire. Goku va affronter Freezer dans un combat acharné, lui demandant de la stratégie face à un adversaire plus puissant que lui. Car oui, Goku n'est pas débile. N'est-ce pas Dragon Ball Super? Après une lutte désespérée, Goku lance un énorme Genkidama sur Freezer et à bout de souffle, complètement épuisé, il célèbre cette dure victoire. Et vous connaissez la chanson, si on fait baisser la tension, c'est pour mieux la remonter juste après. Freezer réapparaît, blesse Piccolo et... Je vais t'exploser. C'est un sous-entendu coquin? Non.
Sous le regard impuissant de Goku, Krillin est violemment tué. Là, c'est la culmination de tout l'arc, c'est à ça que chaque élément a mené. Vegeta qui n'arrête pas de parler de la prophétie, Gohan et Krillin qui font face à des dangers bien au-delà de leur capacité, le niveau de puissance insurmontable de Freezer et ses transformations. C'est pour ça que la première transformation en Super Saiyan est si géniale. C'est pas sorti de nulle part, c'est pas gratuit, c'est quelque chose qui a été construit tout au long de l'histoire. Accessoirement, c'est ce qui fera également du Super Saiyan 2 de Gohan une transformation tout aussi importante. Et c'est aussi pour ça que toutes les transformations suivantes, du Super Saiyan 3 au Super Saiyan Blue, sont absolument à chier. À la limite, l'Ultra Instinct, il y a une tentative de faire pareil, mais l'exécution laisse à désirer. Et ok, j'ai dit qu'on n'était pas dans le négatif. Regardez-moi ce fluffy Super Saiyan. Gros regret sur l'ajout de détails dans les cheveux a posteriori parce que ce design est vraiment stylé. La suite, c'est le combat final dans lequel Goku domine complètement Freezer, au point où ce dernier détruit la planète en refusant la défaite. Goku décide de l'épargner, Freezer trahit, Goku l'achève. Il y survivra, mais c'est l'intention qui compte. Namek explose, on pense que Goku est mort, la conclusion nous révèle que non, les héros ramènent leurs amis à la vie, y compris Krillin, tout est bien qui finit bien. Oh mon dieu, Freezer attaque! Mais ça, c'est un autre arc. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est simple. Et je crois qu'il est difficile de réaliser à quel point écrire une histoire simple, paradoxalement, ce n'est pas simple. Surtout quand on bosse sur un chapitre par semaine sans avance comme le font les mangaka. Il y a une part d'improvisation obligatoire qui rend l'exercice très compliqué. C'est ce que je reproche aux arcs suivants d'ailleurs, le fait qu'ils ne savent pas forcément où ils vont quand ils commencent. Ça se ressent un peu dans l'arc Cell, beaucoup dans l'arc Boo, et Dragon Ball Super semble être improvisé épisode après épisode vu le bordel que c'est. Mais là on a une direction claire qui est portée, je pense, par 3 points dont on peut s'inspirer quand on écrit. Premier point, l'objectif. Les personnages veulent quelque chose et donc ça guide leurs actions dans un sens en leur donnant un sens. C'est très facile de perdre de vue pourquoi les personnages font quelque chose dans une histoire, ce qui va causer une perte d'intérêt et de cohérence. Avoir un objectif défini, ça permet de cadrer le récit. Peu importe les pérégrinations, on sait qu'elles vont dans une direction donnée. Deuxième point, l'attention. Les personnages, tout au long de l'histoire, sont en danger. Ils font face à de vraies menaces, ou au moins perçues comme telles. Peu importe les poncifs du genre, on sait bien que les gentils gagnent à la fin. Ce qui compte, c'est que eux ne le sachent pas et que ça se ressente. Quand les personnages ne se sentent pas en danger, il ne peut pas y avoir de tension. Dans cet arc, même Goku a peur. Il a pas peur pour lui, mais pour ses amis et surtout son fils. Ce sont des enjeux importants pour lui. C'est pas juste un idiot qui veut se battre parce que c'est rigolo. Et si les niveaux de puissance sont un peu un gimmick, ils sont utilisés ici pour donner une échelle du danger. Ils nous disent, cet adversaire ne peut pas être vaincu par Krillin par exemple. Donc Krillin est en danger s'il l'affronte. Après, Krillin est en danger même quand il beurre ses tartines. Et dernier point, l'effet d'annonce. Tout au long du récit, Toriyama annonce des choses et crée des attentes. Il annonce les niveaux de pouvoir, mais également les transformations de Freezer et le Super Saiyan légendaire. Et c'est con, mais le simple fait de dire « il va y avoir ceci » dans une histoire, ça crée une attente. Si la transformation en Super Saiyan était arrivée d'un coup, sans annonce, elle aurait été plus surprenante, mais beaucoup moins importante. Avec l'annonce, on lui a donné de l'importance. On a mis l'emphase sur ce point, on a planté une graine que l'on peut récolter. Vraiment, c'est aussi simple que ça. On sous-estime souvent le fait d'écrire « voilà ce qui va se passer ». Parfois, c'est juste agréable d'avoir quelque chose à attendre et de l'obtenir après avoir attendu. Y a rien de révolutionnaire, c'est juste des points simples et efficaces. Mais quand on ne les emploie pas, ça fait toute la différence. Une histoire sans objectif, sans tension et sans attente, eh ben, elle a intérêt à carburer dans d'autres catégories parce qu'elle part avec un gros handicap. Comme toujours, c'est pas obligatoire d'avoir ça. Mais c'est des points tellement simples et qui fonctionnent tellement bien quand ils sont maîtrisés que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et de continuer de s'en priver encore et encore, et je vous jure que s'il y a un chapitre de plus où Goku et Vegeta s'entraînent sur la planète de Beerus, je vais exploser. Oups. Encore merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez plus, je vous invite à regarder par ici. Un énorme merci à Morgan Ovlenko, Pouillou, Arnaud, Billy Radi, M. Laetitia, Maïwen R, Makoto Oba, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel et tous les autres mécènes. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Tropper, out.